Chers amis de TV Liberté, bonjour. Nous avons la joie de recevoir ce matin deux grands combattants devant l'Éternel. Valérie Bernardo, bonjour. Bonjour. Et monsieur Jean-Louis Rémouit, qui a créé une association de contribuables de Haute-Marne et qui vous êtes administrateur de la FED, Fédération de l'environnement durable. Et vous êtes tous les deux, vous avez comme but, comme tâche, comme combat, de prévenir les Français des catastrophes qui découlent de l'installation de ces parcs éoliens sur terre et en mer. Comment êtes-vous venu à ce combat, Valérie Bernardo? Alors moi, ça a commencé en 2012, où je me suis rendu compte qu'au moment de l'implantation des éoliennes, certaines personnes m'ont dit « je vais pas bien, j'ai des migraines, acouphènes, nausées, vertiges, tachycardie, eczéma, problèmes de sommeil, c'est très souvent. » Et de ce fait-là, j'ai commencé à aller chercher tout près des éoliennes. J'ai fait du porte-à-porte et j'ai découvert... 250 réclamations ICPE qui sont en quelque sorte des plaintes qu'on a envoyées à la préfecture, mais on a du mal à faire passer pour qu'on fasse des études. Les plaintes sont là, mais on les recouvre d'un blanc manteau. Et vous, monsieur, comment est-ce que vous êtes rentré dans ce combat? Eh bien, c'est un petit peu similaire. C'est en étant confronté à la présence de parcs éoliens dans le voisinage de ma résidence secondaire en Haute-Marne que j'ai pris conscience des difficultés que ça allait provoquer. Voilà. Et en m'étonnant que le discours public soit en faveur des éoliennes alors que sur le terrain, ça devient très difficile. Alors, vous avez rédigé une note étonnante que vous avez présentée au CESE. Au CESE, donc le CESE. Le Conseil économique et social. Conseil économique et social. Une note extraordinaire en 4 pages qui liste les nuisances de l'éolien. Classées par nature, et nous allons les voir une par une, mais j'ai envie de commencer tout de suite par la dernière nuisance. Enfin, ce que vous soulignez, c'est le trafic de l'acceptabilité sociale par la Fédération. La Fédération de l'environnement. Non, FFE. Fédération professionnelle des promoteurs. Alors, les promoteurs, qu'est-ce que ça signifie? Les promoteurs sont regroupés en associations pour faire pression et collaborer avec le gouvernement, et qui collabore en particulier avec l'association franco-allemande qui a un site dans les locaux du ministère allemand de l'environnement durable et des mètres carrés dans les locaux du ministère de l'environnement durable français. Ils sont au milieu du fromage. Ils sont dedans. Oui, au milieu du fromage, comme vous dites. Oui. Alors, ce que vous soulignez, c'est l'usage de professionnels de la manipulation des foules pour la rédaction des enquêtes d'opinion ou la présentation de la question du renouvelable. Comme par exemple l'utilisation du cabinet de Mme Gundula Hübner par Mme Ségolène Royal. Alors, pour faire avancer leur projet, ils utilisent les services de manipulateurs. Faut quand même appeler ça comme... Les services de cabinet, ça a commencé effectivement avec Madame Gundula Hübner, qui est allemande, qui est professeure de psychologie des foules dans une des universités de la Hesse, voilà, en Allemagne, et qui a été à l'origine utilisée par le gouvernement suisse et ensuite par Mme Ségolène Royal lorsqu'elle était au pouvoir. Voilà, pour dire aux gens, tout va bien, c'est... Voilà, pour intervenir, et c'est depuis, je pense, suivi par tout un tas de conseils et de cabinets différents dont je n'ai pas fait l'inventaire. Qui vendent la même soupe. Voilà. Parce que... Avec l'appui des associations écologistes, et il faut le dire, qui ont investi les organes de l'État, comme par exemple l'ADEME, avec l'association Négawatt, et qui se cooptent dans les conseils d'administration. Voilà. Alors,
la dernière nouvelle sur ces parcs, c'est qu'il y en a deux. Un, Macron veut accélérer l'érection de toutes ces éoliennes partout. Et deux, le problème juridique. Beaucoup d'associations sont nées pour faire des recours. Et que se passe-t-il? Alors, absolument. Les choses empirent avec le projet de Madame Borne de réduire les délais du stock de parcs éoliens en cours d'instruction, qui correspond à peu près à un doublement. On estime le stock de parcs à peu près 8000 éoliennes, et qui est équivalent aux 9000 éoliennes actuellement installées ou près de l'être. Ce dispositif prévoit de supprimer la plupart des recours possibles des requérants, des associations requérantes pour la défense de leur environnement personnel ou de l'environnement naturel, si vous voulez. On aura pratiquement plus de possibilités. Je ne pense pas qu'on en vienne, comme pour l'éolien en mer, directement au Conseil d'État, mais tous les freins à ce déploiement, la réduction des délais, vont devenir une difficulté pour les requérants. Et nos assemblées, tant le Sénat que le Parlement, ne semblent pas se rendre compte de cette situation. Alors, ce rapport, qui est donc très clair, commence par les parcs éoliens, un terrain de non-droit. C'est quand même marrant au pays des droits de l'homme. Alors, je ne vais pas lister, si vous voulez, qui ce serait un peu rébarbatif, oui. l'ensemble des régimes d'exception qui sont prévus. C'est très intéressant ce mot, régime d'exception. C'est-à-dire que ce n'est pas la loi habituelle. On fait des exceptions à la loi, spécifiquement pour les ICPE, les installations classées pour la protection de l'environnement, en particulier éoliennes. Alors, et même à l'intérieur des ICPE, il y a un régime d'exception pour l'éolien. Vous avez le code des mines, par exemple, où se trouvent des installations classées. Les productions électriques où se trouvent aussi des installations classées, mais le régime d'éolien fait spécifiquement partie d'une classe à part de ces ICPE du point de vue du droit et des dérogations qui sont associées. Je pense par exemple aux dérogations dans la construction avec les PLU et les PLUI, les dérogations dans le cadre de la protection de la nature avec les oiseaux, les choses comme ça, les dérogations au droit général, en particulier la Convention d'Aarhus sur l'information des populations, etc. Voilà. Donc vous avez une liste importante de dérogations. Tous les domaines qui touchent à l'éolienne, c'est pas ça, c'est pas difficile, oui. Spécifique à l'éolien. C'est pas difficile. Ouais. Et au photovoltaïque. Et au photovoltaïque, oui. Donc c'est quand même. Enfin déjà c'est le phénomène même d'une oppression. Enfin, à partir du moment où on crée une juridiction spéciale à part et des dérogations. Oui. Voilà. Elle existe aussi pour les recours. Autrement dit, jusqu'à présent, les recours pour les ICPE se faisaient au tribunal administratif. Là maintenant, c'est directement en cour d'appel. C'est ça. Le tribunal administratif, il est gratuit, même si on peut utiliser un avocat. Tandis que la cour d'appel, c'est obligatoirement un avocat. C'est ça. Et avec derrière des sommes considérables. Des sommes considérables pour des associations dans l'impécuniité. Ben évidemment. Et étrangement, tout le monde perd. Et étrangement, tout le monde perd en plus. Voilà. Oui, oui. Alors vous connaissez la formule, vous connaissez le droit, moi je connais les juges. Oui, c'est un très joli refrain pour notre époque. Ouais. Mais le régime d'exception, ça fait quand même, c'est de sinistre mémoire, quoi. Les tribunaux d'exception, après la guerre d'Algérie, c'était quand même quelque chose. Donc le crime est signé.
Alors, venons-en tout de suite aux nuisances environnementales qui sont peu connues. Alors, bon, on commence à savoir le massacre des oiseaux, la dispersion des aires de nidification, la désorientation des cétacés, la fuite des poissons. Vous parlez mais vous parlez aussi de la stérilisation des captages. Ça, c'est très important. Ah oui, c'est un des points. Le captage de l'eau. Oui, c'est un des points très importants. Comme vous le savez, l'eau va devenir l'or bleu de la France future. Oui, parce que Veolia a mis la main sur toute l'eau qui circule en France. Pas toute l'eau, mais vous avez dans les zones rurales, la plupart du temps, les villages sont alimentés par des captages spécifiques du village, ou par des sources. Et alors évidemment, on a de nombreux exemples en France où les captages ont été soit détournés par un réseau de failles qui s'est ouvert à l'occasion de la construction d'un parc éolien dans le voisinage, par les vibrations des travaux. Ah oui. Ouais. Ou bien des captages qui ont été empoisonnés, involontairement naturellement, mais empoisonnés par l'infiltration des eaux superficielles. Il est interdit par la loi d'interconnecter les différents captages superposés, ou les différentes nappes phréatiques superposées. Donc c'est interdit, y compris les nappes superficielles. Voilà. Donc l'interconnexion des nappes phréatiques permet le passage de substances non désirables pour les captages souterrains. Ouais. Mais alors, ce que je ne comprends pas, c'est que pourquoi est-ce que les villageois sont obligés de contracter avec Veolia alors voilà, et le prix. Alors c'est un des points très... Vous avez raison, je suis heureux de pouvoir signaler cette question. Ouais. Parce que une société d'exploitation de parcs éoliens creuse souvent à 10 mètres de profondeur, 5 à 10 mètres de profondeur pour installer le socle de l'éolienne. Ces travaux superficiels entraînent donc, comme je viens de le dire, peuvent entraîner des difficultés. Alors je donne des exemples. Par exemple, disparition de sources, pas forcément exploitées, mais des disparitions de sources, des détournements d'eau d'alimentation de captage, ou bien des pollutions de captage existants. Oui. Dans tous les cas, le village ne peut plus utiliser l'eau comme il faisait depuis des siècles. Comme il faisait depuis des siècles, avec une petite station de compression, etc., qui alimentait le village. Donc il faut appel à Veolia. Je parle de villages de 50 à 200 habitants. Oui. Donc cette source, elle est tarie ou inutilisable. Et ils sont donc obligés de faire appel à un service de fourniture d'eau potable qui profite de la situation pour imposer dans ces villages qui, pour les plus petits, n'avaient pas de station d'épuration. C'est ça, oui. Voilà. Ils en profitent pour imposer en plus une station d'épuration. Donc ces villages avaient une eau qui leur coûtait en prix de revient 1 € le mètre cube, disons, et avec les sociétés professionnelles de l'eau, ils vont se retrouver avec des coûts de l'eau qui vont dépasser 4 ou 5 € le mètre cube, parce qu'il y a la station d'épuration en plus. Et tout ça retombe sur les habitants. Alors que l'Europe n'exige pas de station d'épuration pour les villages. Alors de mémoire, en dessous de 50 habitants, mais je pense que beaucoup de villages des zones rurales sont à 200. Et alors, vous avez deux choses qui concernent ces villages. Vous avez la perte de la source, c'est-à-dire la perte du capital source, et vous avez la perte de son usage. Oui, vous avez les deux. Vous avez les deux. Non, c'est une double peine. C'est une double peine, d'autant que dans ces villages ruraux, l'eau était poussée en usage pour arroser les jardins qui faisaient vivre tout le monde. Bien sûr. Oui, non, c'est... Voilà. Alors l'eau à 4 € le mètre cube. C'est dramatique. Autre
autre nuisance, la création de courants électriques dits vagabonds provoqués par l'interconnexion des terres des éoliennes d'un même parc. Oui. Ça, c'est quelque chose aussi dont on n'a jamais parlé. Alors, on en parle, mais on n'a pas compris, je pense, cette question-là. On l'a mal comprise. Lorsque vous construisez une usine avec plusieurs bâtiments, alors il est, dans la construction, normalement, interdit d'interconnecter les terres des bâtiments. Chaque bâtiment doit avoir sa propre terre. Et si on interconnecte les terres de deux bâtiments... Qu'est-ce que ça veut dire interconnecter? Faire passer des tuyaux Donc vous avez, chaque bâtiment, on va dire, a un pieu dans la terre avec une fouille pour les situations professionnelles, en cuivre ou en bronze. Qu'est-ce que c'est une fouille? Une fouille, c'est on creuse un trou et puis on met un grillage en cuivre, disons, qui fait 10 mètres carrés, mettons, et qui constitue la terre du bâtiment. D'accord. Voilà. Et donc, ces différentes fouilles de bâtiments différents doivent rester indépendantes. Dans les techniques, doivent être indépendantes, de manière à ce qu'il n'y ait pas de courant qui passe d'un bâtiment vers un autre. Voilà. Or, dans les parcs éoliens, les plans électriques des parcs éoliens montrent que dans un parc, mettons, de 6 éoliennes, eh bien, elles ont toutes leurs terres interconnectées. Pourquoi? Parce qu'il faut que le triphasé qui passe d'une éolienne à l'autre, parce qu'elles sont reliées, l'électricité produite, les éoliennes sont reliées en série ou en étoile. Et il faut donc que le triphasé soit équilibré, c'est-à-dire qu'il n'y ait pas de courant dans la partie triphasée qui passe d'une éolienne vers une autre. J'ai compris. Et donc, il y a un potentiel de référence dans chaque éolienne qui est fait par la terre qui est propre à chaque éolienne. Et donc, on comprend bien qu'avec une éolienne qui est, mettons, en haut d'une colline et celle qui est en bas, on va dire qu'il y a 200 mètres de dénivelé, eh bien, ça suffit puisque dans l'air, vous avez 10 volts. 10 volts par mètre. Donc, ça peut atteindre 100 volts même. 10 volts par mètre, c'est une bonne moyenne. Donc, si vous avez 200 mètres, ça vous fait 2000 volts. C'est quand même très de dangereux, différence d'électricité statique entre les deux. Alors, et donc, vous avez les courants vagabonds qui sont dus à l'électricité statique pour une part et dus à l'équilibrage des productions électriques des éoliennes pour une autre part. Voilà, donc ce sont les courants vagabonds et qui vont très loin puisqu'ils vont jusqu'à la station de connexion au réseau RTE, c'est-à-dire au poste source. Voilà. Alors, toujours dans les nuisances de l'environnement, il y a l'éolien, vous décrivez le futur déchetterie industrielle colossale. Il semble qu'en Allemagne, il y ait déjà des parcs d'éoliennes mortes. Alors, l'ADEME, avec juste raison, impose aux industriels, d'une manière générale, le retraitement de leurs déchets. Des déchets industriels, donc des produits chimiques, les produits métalliques, etc., sont imposés. La chaîne de valeur de l'éolien ne contient pas pour l'instant de pôle spécifique de retraitement. Et donc, les premières éoliennes qu'on démonte maintenant ont beaucoup de... Les gens qui démontent, je pense, je ne sais pas ce qu'ils font. C'est un peu mystérieux, c'est un peu caché aussi, parce que je n'ai pas connaissance, d'une part, de facture de démantèlement d'une éolienne, et d'autre part, du retraitement des déchets. Je sais qu'une partie des éoliennes sont envoyées dans des pays du tiers-monde, parce que on démonte les éoliennes, non pas parce qu'elles ne marchent plus au bout de 10 ou 15 ans, mais parce pour s'en resservir. La maintenance devient plus importante, la maintenance coûte plus cher, et l'intermittence est plus longue entre deux maintenances. On est obligé de faire des maintenances plus... alors donc le rendement financier s'affaiblit. Donc cette chaîne n'existe pas, et en plus,
les réglementations sur le retraitement des déchets ne vont faire qu'augmenter dans les années futures. Bien sûr. Et donc cette chaîne de valeur de la désindustrialisation des parcs éoliens n'existe quasiment pas en France. Alors, nuisances sonores, ça vous avez aussi enquêté, Valérie, sur les nuisances sonores avec des gens qui deviennent fous. Oui, le bruit, oui, c'est sûr qu'il y a des gens qui sont très gênés par le bruit, mais il y a aussi les élevages, les gens qui ont des vaches qui meurent. Oui. Ça démarre, en fait, dès que les éoliennes sont installées, il y a des gens qui m'ont dit, des éleveurs, qui m'ont dit les vaches ont avorté aussitôt. Alors c'est une série d'avortements, les vaches meurent, les veaux meurent, les veaux ne veulent plus boire. Enfin, et tout le monde... Vous allez même jusqu'à une dispersion de l'équilibre sexuel dans les naissances. Oui, j'ai eu 2 éleveurs qui m'ont dit, sur 35 naissances, il y a eu 32 femelles. Oui. Des élevages de poules? Non, de vaches. De vaches. Oui. Un autre, il m'a dit, je ne sais pas ce qui se passe, j'ai que des femelles. Et c'est dramatique. Enfin, alors, celui-là, on lui a enlevé la moitié de son troupeau et les vaches ont été beaucoup mieux. Elles ont été déplacées. Déplacées, elles vont très bien et les autres continuent de mourir. Oui, oui. Mais tout le monde se fout de la pollution sonore. C'est la nature vibratoire de certains bruits. Tout le monde s'en fout. Vous savez, dans les ports de bord de mer où il y a plein de touristes, pendant 2 mois, les restaurateurs maintenant mettent de la musique avec des basses et ça fait boum, boum, boum. Et à 600 mètres, ça s'entend encore. Et donc vous êtes tranquillement à minuit dans votre lit et vous avez ces boum, boum, boum qui vous arrivent dans la tête. Et d'ailleurs, vous avez l'Académie de médecine qui a fait un document pour dire qu'il faut absolument mettre les ouvriers à l'abri des infrasons. Et nous... Mais non, c'est ça, les ouvriers pendant 3 mois doivent être protégés, mais les habitants... Et nous, on se retrouve avec des centaines et des centaines d'éoliennes, parce qu'autour de chez moi, ils en prévoient 514 à 20 km à la ronde. Oui. Mais sur tout le nord de mon département, c'est 514 à 20 km, mais à côté, c'est pareil. On va avoir le nord du département qui va être bombardé d'éoliennes. Dans la région nord de l'Aisne. Oui, dans le nord de l'Aisne. Alors, vous parlez justement des nuisances sociales de ces pauvres gens voisins, ces pauvres voisins. Et alors là, c'est extrêmement rigoureux. Perte des valeurs immobilières, tant patrimoniales que locatives, élévation de la crispation sociale entre les pros et les anti-éoliens, avec des voies de fait, avec une violence. Absolument. Élévation de la crispation au sein du monde agricole, qui n'en peut plus, entre les céréaliers qui installent des parcs et les éleveurs qui en subissent les dommages. Augmentation de l'uniformité sociale dans les campagnes entre ceux qui peuvent partir et ceux qui sont contraints de rester. Et perte d'exploitation, alors ça c'est très intéressant, de 30 à 40% sur les installations touristiques et l'hôtellerie. C'est documenté en Haute-Marne. Les gens ne vont plus dans des régions où il y a des éoliennes? Oui, d'une manière générale, si vous avez le choix entre vous faites un programme de vacances, vous avez le choix entre un endroit où il y a plein d'éoliennes et un endroit où il n'y en a pas, de façon naturelle, vous allez choisir celui où il n'y en a pas. Oui. Même sans parler d'opinion personnelle sur l'éolien ou pas, vous choisissez celui qui, a priori, va être le plus tranquille. Oui, donc voilà un des éléments de la constatation. La perte des valeurs patrimoniales, en même temps que la perte des valeurs locatives, si vous préférez, a fait l'objet d'études de la F2E, donc la Fédération des promoteurs éoliens, qui nie la perte des valeurs patrimoniales. Alors, moi j'ai une réponse très facile pour ça. Il n'y a pas de perte de valeur patrimoniale parce qu'il n'y a plus de vente. Ouais, et donc on ne constate pas de perte de valeur. Vous comprenez? Il n'y a plus de vente parce que qui va aller acheter une maison à 500 mètres sans y être obligé, si vous voulez? Qui va acheter? Celui qui a le choix entre acheter une maison où il n'y a pas d'éolienne ou il y en a à 500 mètres, il va plutôt choisir de façon intuitive celui où il n'y en a pas. Le marché est gelé et les gens sont condamnés à rester sur place. Et
les notaires, en particulier, sont responsables aussi d'indiquer les projets de parcs éoliens qui sont en cours. Donc j'invite vos auditeurs à se renseigner quand ils prennent la décision d'acheter une maison, de bien se faire dire et écrire par le notaire qu'il n'y a pas de projet de parc éolien dans le secteur. Voilà. Et d'engager sa responsabilité. Et naturellement, d'engager sa responsabilité, ça va de soi. Et les gens savent aussi de plus en plus que ça commence à faire des problèmes de santé, et sur les animaux, ça commence à se savoir. Oui. Par exemple, en Haute-Marne, il y a 20 élevages qui ont des problèmes avec leurs animaux qui meurent. Oui. Donc les gens ne vont pas aller dans un endroit où on risque de tomber malade. Alors, ce que vous soulevez aussi, ce sont les nuisances financières. Alors, c'est une très jolie expression qui signifie en réalité toutes les petites opérations obscures et mafieuses de ces promoteurs immobiliers. Oui. Est-ce que vous voulez nous en dire un mot? Alors là, même plusieurs mots d'ailleurs, parce qu'il y a beaucoup de choses à dire. J'ai réalisé 2 enquêtes départementales que j'ai appelées prosopopées. C'est un terme qui est utilisé dans les environnements littéraires Absolument. ou religieux, les prosopopées. Donc j'ai appelé ça les prosopopées de parcs éoliens, de l'Aisne pour Valérie Bernardo et de la Haute-Marne pour moi-même. Qu'est-ce que c'est une prosopopée en termes... C'est un inventaire. Un inventaire. C'est un inventaire commenté. Voilà. Oui. Prosopopée. Alors, je ne crois pas que ça existe dans le Larousse, véritablement. On l'a dans le Littré, bien sûr. Oui, dans le Littré, oui. Alors, ces inventaires, l'intérêt de ces inventaires, c'est qu'il n'accuse pas un promoteur en particulier, puisque l'inventaire est complet. Vous comprenez? Ce sont des inventaires qui datent de 2017 ou 2018, suivant les cas, et avec 2 ans d'ancienneté pour les parcs éoliens, pour qu'il y ait une stabilité comptable qui se soit produite. Voilà. Donc j'ai sélectionné ça sur cette base. Donc on ne peut rien me dire sur la qualité de l'un ou l'autre des sociétés d'exploitation de parcs. En tout cas, j'ai fait un petit résumé de ce qu'on y trouve. Ah oui, c'est fou, c'est fou. Pour ne pas oublier, oui. D'abord, il y a l'anonymat. Alors l'anonymat des propriétaires, c'est-à-dire que les préfectures... C'est un grand classique. Des sociétés sans nom pour qu'on ne puisse pas les retrouver. Alors, il y a l'anonymat caché, c'est-à-dire dans le cabis des sociétés, vous avez l'obligation de signaler, d'indiquer les bénéficiaires effectifs de la société que vous considérez. Du bénéfice, bénéficiaire effectif, c'est le terme consacré. Et il y a beaucoup de sociétés de parcs éoliens où ça ne figure pas. Comme par hasard. Donc ça, c'est de nature pénale, les cabis incomplets. Vous avez l'anonymat dans la dissolution de la nébuleuse des constructions de participation croisée. Alors, là aussi, c'est assez compliqué. Alors, cet anonymat, j'ai relevé, par exemple, pour l'Aisne, parce que j'ai les statistiques de l'Aisne, donc vous avez 40% des sociétés, c'est-à-dire 13 sur 32 parcs éoliens identifiés, 40%, dont, qui ne présentent pas de bénéficiaires dans le cabis, ou bien dont l'appartenance à une structure est trop compliquée, ou bien, et là c'est moins connu, ou bien dont le bénéficiaire effectif est un fonds de pension ou un fonds d'épargne, un fonds financier, un fonds FONDS. Et là, comme vous le savez, les fonds financiers, les participations dans les sociétés finales des fonds financiers doivent obligatoirement être changées. Obligatoirement, c'est un principe de fonctionnement tous les 2, 3 ou 4 ans. Donc un parc existant change de fonds financier s'il est dans un circuit de fonds financiers, genre Allianz ou Crédit Agricole. Et donc, on ne sait plus. On ne sait plus, il est dans un fonds, mais on ne sait plus qui est le propriétaire. Vous comprenez?
et en plus, ils changent tout le temps. Voilà. Là, les 51% des FUSAC mondiales correspondent à des sociétés de l'environnement de l'énergie renouvelable. FUSAC ? Fusion-acquisition, pardon. Pardonnez-moi. Oui. Les fusions-acquisitions, c'est-à-dire les achats, reventes, les fusions de sociétés, vous résumez tout ça, représentent 51% des opérations mondiales dans le renouvelable. Vous résumez parfaitement dans le premier alinéa. Les finances des exploitations de parcs éoliens sont hors des obligations du Code de commerce. Non-publication des comptes dans les greffes, par exemple, voire pénale dans plus de 50% des cas. Si votre boulanger faisait ça, il serait interdit de gestion à vie. C'est marrant, ça. Il y a des règlements pour les petites gens et il n'y a pas de règlement pour les grands Oui, squales. parce que alors, je vais vous dire pourquoi. C'est aussi un point très important. Lorsque c'est l'État ou une collectivité locale qui veut entreprendre quelque chose, elle est obligée de faire un appel d'offres. Oui. Et dans les règlements d'appel d'offres, vous examinez la situation financière du sujet, vous regardez comment se trouve sa situation sociale, enfin vous examinez en profondeur son état de situation. Bon. C'est différent dans l'éolien parce qu'il n'y a pas d'appel d'offres dans l'éolien. Ce sont les promoteurs qui se disent « Ah bah tiens, j'ai trouvé un terrain, j'ai fait un accord avec les agriculteurs pour des baux amphithéotiques, et donc je vais proposer à la préfecture, je dépose un dossier, voilà. Et donc il n'y a pas d'appel d'offres. Et donc toute la procédure de surveillance Ça fait un peu penser financière à l'appropriation des terrains quand les Américains ont construit leur chemin de fer. Ils se comportaient comme ça, ils allaient acheter ou ils allaient donner de l'argent aux propriétaires des terrains pour que le... Alors, et la préfecture n'a pas les moyens, la préfecture qui reçoit la demande pour avoir une autorisation, n'a pas les moyens d'examiner. Alors, les promoteurs, la plupart du temps, fournissent un tableau Excel d'exploitation prévisionnelle et avec une garantie financière bancaire ou de ceci, pour un parc éolien dont le capital social de départ ne dépasse pas souvent 1 000 €, et quelquefois il y a même 1 euro, pour un investissement de 20 millions. Disons de 2 millions par éolienne ou 3 millions, 3 x 6, 18, ça vous fait 20 millions d'euros avec les installations. Et donc ils montent des structures de 20 millions d'euros d'actifs avec un capital de 1 000 €. Ouais, c'est courant, ça. Et alors, cette situation c'est échappe... évident, on fait tous ça. Oui, et ça arrive. Alors, j'ai ici les statistiques des capitaux propres des sociétés de parcs éoliens. Dans l'Aisne, j'en ai 13 sur 32, c'est-à-dire 40% qui sont capitaux propres négatifs. Quand vos capitaux propres sont négatifs, vous êtes obligé de faire mentionner au CABIS. Et si vous ne mentionnez pas la poursuite d'activité, doit être en situation pénale aussi. Oui. Donc vous avez, je dirais, il y a beaucoup de, je dirais que, on va dire, 60 à 80% des parcs éoliens d'un département sont dans des situations irrégulières. C'est vraiment la prime à la mafia. Et il n'y a pas, si vous voulez, de surveillance, parce que qui doit surveiller tout ça? C'est à part la préfecture, on ne sait pas, parce que c'est elle qui assure normalement le suivi de cette ICPE, vous comprenez? Voilà. Et contrairement aux ICPE, par exemple, du Code des mines, dans le Code des mines, le commissaire aux comptes du groupe qui est propriétaire d'une mine a l'obligation de saisir la préfecture en cas de capitaux propres négatifs pour les ICPE des mines. Donc là, on a encore un dispositif dérogatoire, c'est-à-dire que les commissaires aux comptes du Crédit Agricole d'Alliance, puisque je reprends les deux d'avant avec ils ne mettent pas leur nez dans les comptes des sociétés d'exploitation de parcs éoliens qui sont souvent des petites structures. Vous voyez. Donc ils n'ont pas, dans leur mandat, ils font peut-être un sondage ici et là, mais c'est dans les profondeurs
de toute l'échelle de participation diverses et variées à l'intérieur, donc ils n'ont pas ni la capacité, nous l'envie d'aller mettre leur nez là-dedans. Je dois dire qu'à la Fed, nous en prenons cette question très au sérieux, et pour les sociétés cotées, nous avons commencé à entreprendre des mesures d'avertissement. Alors vous avertissez le préfet ? Nous avertissons l'autorité des marchés financiers. L'autorité des marchés financiers. Ouais. Oui. Voilà. Et donc ça peut déboucher sur... Nous espérons qu'à partir de l'année prochaine, ça débouchera sur des... On vous préviendra, parce que ça risque d'être spectaculaire. Voilà. Voilà. Donc, je dois dire que c'est 14... toujours pour le département de l'Aisne, pour l'année 2018, des 100% de parcs éoliens en production, c'est-à-dire 32 parcs éoliens, il y en a 14 qui ne payent pas d'impôt sur les bénéfices. Alors ça, c'est l'effet McKinsey, puisque, comme vous le savez, la filiale française de McKinsey ne paye pas d'impôt sur les bénéfices en France, malgré les gros contrats qu'ils signent avec le gouvernement. Bon, ça s'appelle ça l'effet McKinsey, c'est-à-dire que pour l'impôt sur les bénéfices des parcs éoliens, eh bien, vous avez par exemple les prêts qui sont obtenus par les têtes de groupe. La tête de groupe reprête à la société d'exploitation de parcs. Alors, la tête de groupe emprunte à 0,2, 0,3%. Enfin, empruntait, parce que là maintenant ça risque de changer un peu. Et prête au parc éolien à 5 ou 6%. Donc j'ai des exemples de ça. Vous voyez, 5 ou 6%. Et donc il y a une fuite de frais financiers vers la tête de groupe en franchise d'impôt. Ouais. Parce qu'il y a d'effrayant, c'est que ce que vous nous racontez là sur les éoliennes, ça touche tous les domaines d'activité. Ah oui, mais là, c'est une grille qu'on peut appliquer aux autres activités. Ça fait 44%, on va dire, je simplifie, parce que là, quand je dis 0 impôt sur le bénéfice, il y en a qui payent 1 euro. Ouais. S'ils ne sont pas comptés dedans. Ouais. Donc ça fait, on va dire, 50%. 50% ne payent pas d'impôt substantiel sur les bénéfices, étant entendu que le total des subventions à la vente de l'électricité pour un parc éolien sur une durée de 15 ans est égal à son prix d'achat. Les subventions, il faut avoir ça dans les subventions sont faites pour couvrir... La somme des subventions aux ventes d'électricité sur les marchés ou bien sur les conventions qu'il y a avec l'État, ces subventions sont équivalentes au prix d'achat cumulé sur 15 ans, sont équivalentes au prix d'achat de la structure. Oui. Donc on peut dire, lorsque les sociétés ne payent pas d'impôt sur les bénéfices, on peut dire que le total de subventions part dans les pays étrangers lorsque les bénéficiaires effectifs sont allemands, danois, anglais ou suisses, par exemple. Oui, ça vous le signalez aussi. Ce que les Français payent dans la CSPE de leur facture électrique ou dans la TIPP, on paye des subventions pour des sociétés qui vont porter leur argent ailleurs. Dont 100% par ailleurs. Oui, c'est quand même... voilà. Quand même alors, les choses, je pense, vont changer maintenant avec l'augmentation des prix de l'électricité, parce que maintenant, les promoteurs vont plutôt tenter de se mettre sur les marchés spot, EPEX spot, de l'électricité. Je rappelle, à propos de ces marchés de l'électricité, que pour 1 MWh d'électricité fabriquée, vous avez 7 MWh d'électricité négociée. Voilà. C'est comme si, pour les voitures, si Renault fabrique une voiture, c'est comme s'il y avait, pour une voiture de vendue, comme s'il y avait 7 voitures de négociées en trading sur les marchés de l'électricité. Alors, de négocier, ça veut dire ? Alors, de négocier, c'est-à-dire font l'objet soit de pourcentages, des pourcentages qui sont pris sur les services de l'électricité. Alors, je donne un exemple. RTE, l'électricité doit être
à égalité pour l'électricité produite, l'électricité consommée à chaque instant. Et cet équilibrage est très difficile à construire, malgré les prévisions de consommation. Donc les producteurs doivent se caler, enfin RTE doit faire caler les producteurs ou les consommateurs sur un certain équilibre. Si on prend les producteurs, on va dire par exemple, ben non, tel producteur, vous engagez à ne pas produire à tel moment. Ouais. Donc ce qu'on appelle les contrats d'effacement. Donc un contrat d'effacement se négocie sur les marchés dérivés de l'électricité. Un marché dérivé comme pour les produits financiers et des marchés dérivés de la finance. Dans le sens inverse, pour les consommateurs, vous avez un contrat avec votre compteur Linky, vous avez un contrat de fourniture d'électricité de tant de kilowattheures, et vous pouvez, en option, avoir une baisse de vos tarifs si vous acceptez de ne pas consommer d'électricité lorsque Enedis vous le demande, ou que votre producteur d'électricité ou votre fournisseur le demande. Eh bien, Enedis concentre ces directives d'effacement et revend ces promesses d'effacement sur les marchés de l'électricité. C'est un trafic absolument vous comprenez? hallucinant. Très bien, on comprend très bien, monsieur. Vous êtes très clair. La faible baisse de prix des kilowattheures que vous consommez dans l'effacement bénéficie très largement, en fait, aux fournisseurs et à Enedis. Alors, parce que ces promesses d'effacement sont globalement négociées sur les marchés de l'électricité. Voilà. Donc, voilà les mégawattheures. Donc, vous avez une partie des mégawattheures, c'est purement de l'électricité revendue sur les marchés spot. Et puis, une autre partie de ces 7 mégawattheures de négociés relève de services tel que je vous le dis, mais j'ai écrit un rapport sur les marchés dérivés de l'électricité pour expliquer tout ça. Tout ça, oui. Ouais. Alors, vous soulignez aussi, personne n'en a parlé, c'est la première fois que je lis cela, des problèmes de souveraineté et de sécurité. Vous dites que la possession des parcs éoliens français est à plus de 70% allemande et à plus de 80% étrangère. Mais le problème, c'est que quel est le problème? C'est pas moi qui vais le dire, c'est vous. On a des problèmes de souveraineté avec les éoliennes en général et en mer en particulier, les éoliennes offshore. Alors quels sont-ils? Ils sont de plusieurs natures. Ils sont de nature financière, puisque on n'est pas certain qu'une électricité produite par une société étrangère ne peut pas nous vouloir du mal et à un moment donné couper le courant, couper le courant pour mettre en difficulté l'État français, ou disons les citoyens français. On n'est pas à l'abri de ça. Et puis elle est de nature aussi... surveillance militaire. Elle est de nature militaire ou... je pense aux hackers. Il n'est pas interdit de penser. On le voit bien dans la guerre Russie-Ukraine. On voit bien qu'il y a des compagnies de hackers qui viennent attaquer un peu les structures des uns et des autres. Et d'ailleurs, le pipeline américain de la côte ouest a été hacké il y a quelques années. C'est un exemple. On a hacké aussi en Europe de l'Est les satellites de communication qui ont privé plusieurs pays d'accès Internet à partir de ces satellites. Et donc le hacking des éoliennes est un grand classique puisque les infrastructures logicielles de gestion des éoliennes sont standards. Elles sont standards. Et si donc vous prenez le contrôle... On peut s'en servir comme antenne, comme alors non, si vous prenez le contrôle d'un parc éolien, vous pouvez, comme tout est interconnecté avec le réseau d'RTE, c'est ça. RTE, c'est le réseau de transport de l'électricité à haute tension, RTE. Donc c'est le squelette. D'accord, voilà, donc
il n'est pas inimaginable qu'à partir du maillon faible de la production électrique française que constituent les parcs éoliens, qui n'ont pas de devoir. Alors, il y a cependant un article du Code de la Défense, l'article 1344 de la Défense, je dis ça de mémoire, enfin je crois que c'est ça, qui précise les obligations des OIV, c'est-à-dire les sociétés qui ont des devoirs de production du manière générale, que ce soit des barrages ou que ce soit des centrales électriques, des obligations de sécurité pour assurer la sécurité de la production électrique française, en particulier. Vous avez une très bonne expression, vous dites les projets planifiés de parcs éoliens en mer forment un continuum de Dunkerque à Biarritz, véritable ceinture de fer dans des mains étrangères, mettant en danger la sécurité de nos ports militaires et civils, de notre industrie maritime et de nos arsenaux. Vauban mort. Oui. Alors, j'ai écrit 2 articles sur l'éolien en mer dans le blog d'Énergie et Vérité, sur le blog d'Énergie et Vérité, qui est disponible, que vos auditeurs vont pouvoir consulter. Le premier décrit l'étendue des parcs éoliens en mer, l'étendue prévue des parcs éoliens en mer dans les projections. J'ai écrit ça il y a 2 ans, à partir des obligations européennes, Donc à l'époque, c'était une quarantaine. C'est un ordre de la Commission européenne. Ouais. Non, pas d'Ursula, mais de la Commission européenne. C'est une image, monsieur. Voilà. Donc, je suis un peu obsédé par Ursula. Voilà. Parce qu'au niveau des promoteurs européen, il y a aussi un groupe de pression qui s'appelle Wind Europe et qui dicte à la Commission. C'est ça. Qui dicte à la Commission ou qui propose, moi je dis dicte, des structures d'éolien en mer. Donc on a, pour la France, ils ont décidé qu'il y aurait 50 parcs éoliens en mer qui seraient installés de Dunkerque à Biarritz et puis quelques-uns entre la frontière espagnole et Marseille. Ouais. Mais si vous regardez la superficie qu'occupe un parc éolien, il ne va pas être difficile, et les côtes disponibles, il ne va pas être difficile pour voir. Alors personne n'a écrit ça, et donc j'ai écrit ça dans Énergie et Vérité. J'ai écrit que ça fait un continuum de parcs éoliens, à tel point qu'on est obligé de prévoir des chenaux pour permettre l'accès des bateaux au grand large. Pourquoi ? Parce que ces parcs éoliens, sauf dérogation, ne paraissent pas accessibles à la navigation, en particulier touristique. Donc on ne pourra pas, même les pêcheurs, je crois, ne pourront pas, normalement, je pense que c'est encore en discussion, parce qu'il est encore un peu tôt pour le savoir, mais voilà. Donc on aura ce que j'ai appelé une ceinture de fer, un mur de l'Atlantique. Alors, vous êtes venu à Paris, vous habitez dans le sud maintenant, vous êtes venu à Paris pour rencontrer des sénateurs, je crois bien, non Non, rencontrer monsieur le préfet du département de l'Aisne. Voilà. Et quelle est votre technique d'approche et qu'est-ce que vous lui... Alors, vous voulez engager sa responsabilité juridique. Alors, oui, nous avons des discussions depuis longtemps avec la préfecture de l'Aisne, à qui on reproche de laisser se développer des parcs éoliens avec des implications sur la santé des habitants de l'Aisne. Toutes les nuisances que vous avez décrites. Je vais proposer à Valérie, parce qu'il faut qu'elle s'exprime sur les 250 réclamations qu'elle a déposées au nom de 250 plaignants à la préfecture. Et nous reprochons à la préfecture de laisser faire des sociétés de parcs éoliens qui sont en difficulté avec les réglementations commerciales et financières. Bien sûr, bien sûr. Donc l'État, avec les prosopopées, ça rend l'État receleur d'un certain nombre d'anomalies. Alors je dois dire, sans le savoir, parce que personne n'a jamais mis son nez dans ces trucs-là, vous comprenez ? Sans le savoir, mais ils n'ont de toute façon pas les moyens
le vérifier ou de l'examiner. C'est très long. Ce sont des choses qui m'ont demandé 6 mois pour le premier et 3 mois pour le second, parce que j'allais plus vite. Bien sûr. Les préfectures doivent normalement recevoir des bilans de situation des promoteurs éoliens, un bilan obligatoire au bout de 2 ans, et des bilans facultatifs, soit qu'elles le demandent, soit qu'il y a un accident. Beaucoup ne le font pas, et les préfectures n'ont pas les moyens de suivre. C'est tout juste si elles savent qui est le propriétaire du parc. Oui, non, oui, parce que ça change. Le changement de propriété de parc, j'ai calculé, c'est tous les 3 ans, en moyenne. Oui, oui. Ils se refilent... ce sont les FUSAC, c'est l'effet des FUSAC, les fusions-acquisitions mondiales. Ça change de propriétaire tout le temps. Alors, ce qui est intéressant dans votre topo, c'est qu'à aucun moment, vous ne soulevez le peu de profit en électricité et le peu de rentabilité. Ce n'est pas votre domaine. Vous abordez la question seulement au niveau des nuisances. Parce qu'il y a eu des tas d'études qui montrent que vous considérez que ces études ont déjà été faites, ce n'est pas la peine de revenir. Oui, j'appelle ça la finance par le haut. Oui. Donc à la Fédération de l'environnement durable, à la commission finance à laquelle j'appartiens, nous avons aussi des spécialistes de la finance par le haut, c'est-à-dire qui vérifient, par exemple avec la Caisse des dépôts. Nous avons été audités par la Caisse des dépôts au mois de février. Je leur ai, moi, remis un rapport de finance par le bas. Et les autres ont remis des notes, des rapports sur la finance par le haut. Ce qui a étonné la Cour des comptes, c'est l'impossibilité qu'elle se trouve de faire le rapprochement entre les subventions de l'État qui sont données aux industries éoliennes avec la vérification par le bas. Alors pourquoi ? Parce que dans les déclarations, dans les liasses fiscales des déclarations des parcs éoliens, les ventes sont mélangées avec les subventions. Normalement, dans la comptabilité générale du Code de commerce, vous avez un poste différent pour les ventes de matières, les ventes de services et les subventions. Bien sûr. Alors, vous avez aussi les subventions, non pas d'exploitation, mais les subventions d'investissement qui sont dans des comptes d'actifs qui sont différents. Mais là, ce sont les comptes de production. Et là, au lieu de mettre les subventions dans la partie subvention, c'est mélangé avec les ventes. Oui, donc, et alors que les subventions ne supportent pas la TVA. Oui, pas de TVA. Non, mais ce que vous nous apprenez est absolument énorme. J'ai l'habitude de recevoir ici des combattants anti-éoliens. Il y a bien sûr Fabien Bouglet, il y a eu Alban Delquin, il y a eu Fabrice Cahard. Oui. Vous connaissez tous ces gens-là. Oui, mais vous avez votre optique financière et juridique est extraordinaire parce qu'on voit très très bien on nous vend du vent, mais on nous vend surtout des malversations à tous les niveaux. Et ça, c'est quand même énorme. Vous avez l'impression que les populations de l'Aisne sont maintenant plus au courant grâce à votre combat ? Ils ont choisi en fait un terrain où il y a des gens qui sont très pauvres. Il y a très peu de personnes. C'est ça, et donc ils ne se battent pas vraiment. Oui. J'essaie de les tirer. J'ai fait des manifestations, mais c'est très compliqué. Et il y a aussi une chose dont je voulais parler aussi, c'est les prises illégales d'intérêt. Je suis allée chercher aussi toutes les prises illégales d'intérêt, pas toutes. Il y en a encore beaucoup à aller chercher. Ce sont les maires qui mettent des éoliennes sur leur terrain ou des conseillers municipaux. Ils n'ont absolument pas le droit de le faire. Oui. Et je suis allée donc chercher, j'ai fait des dossiers sur chaque... j'ai 230 élus qui sont mouillés là-dedans. Oui, Donc il faudrait que vous trouviez un groupe juridique qui fasse la J'ai déposé, il y a 2 ans et demi, j'ai déposé ces dossiers au TGI de Laon et au TGI de Saint-Quentin, mais ils ont mis le couvercle là-dessus. Et
sous le tapis, quoi. On ne peut rien faire. Non, la justice, je ne crois pas non plus à la justice. Je vous disais tout à l'heure, les avocats, on perd tous les procès qu'on fait. Je commence à baisser les bras parce que, vu le nombre de mesures qui nous mettent sur le nord de l'Aisne, là, partout d'ailleurs, enfin, dans des régions particulières en France, on commence à plus savoir se défendre, quoi, parce que quoi qu'on fasse, on est écrasé. En tout cas, sachez que votre travail est prodigieusement instructif et que les téléspectateurs de TV Liberté y verront plus clair. Ah oui, ça c'était parce qu'on a été convoqués par l'ARS avec nos dossiers. J'ai horreur de ces sigles. Qu'est-ce que c'est que l'ARS? L'Agence régionale de santé. Merci beaucoup. Voilà. On a été convoqués, donc on est tombé sur le directeur de l'ARS qui est venu à Laon et qui nous a dit effectivement, après avoir étudié nos dossiers, a dit effectivement... On dirait qu'il y a un problème. Oui, quand même. Et c'est monté un peu plus haut. Et la réponse de M. Salomon, je peux vous la lire, je vais faire que ce soit un peu long. Quelques extraits, oui. Ces travaux ont conduit à la mise en place d'une étude épidémiologique. Donc, il nous propose une étude épidémiologique. D'ailleurs, moi, à ce sujet-là, j'aimerais bien, c'est que cette étude soit avec des personnes chez nous, qui puissent mettre leur nez là-dedans, parce que je n'ai pas du tout confiance, c'est une parenthèse. Il s'agit donc l'objectif est d'étudier les effets sur la santé du bruit émis par les éoliennes et de réaliser une étude psychoacoustique et physiologique pour comprendre les mécanismes auditif associé à la gêne due aux infrasons émis par les éoliennes. Cette étude, dont les résultats sont attendus en 2025, devrait apporter des éléments scientifiques supplémentaires concernant les effets de l'éolien sur la santé humaine. Mais ils ne disent pas tout. Voilà. Alors, je prends allez-y. Sur les 250 réclamations ICPE, c'est-à-dire 250 malades, certains, la majorité, étaient malades, avaient des conséquences neurologiques avec l'oreille. Alors, par exemple, vous avez le bruit peut, par exemple, contribuer au bouchage de l'oreille et vous avez, à ce moment-là, des pertes d'équilibre. Oui, l'oreille est le centre de l'équilibre. C'est un centre de beaucoup de choses. Vous avez, la nuit, un dérèglement du rythme circadien veille-sommeil. Et vous avez donc des conséquences neurologiques de toute nature. Vous avez des gens que Valérie a rencontrés qui marchent avec un déambulateur. Parce même moi, je suis touchée. Et ce qu'il y a, je voulais juste mettre une petite parenthèse, c'est que quand ces gens, chez eux, sont mal, et ils partent ailleurs, ils disent tous la même chose. Quand ils partent ailleurs, ils vont bien, ils reviennent, c'est à nouveau l'enfer. Alors, sur les 250 malades... On va être obligé de conclure, mais continuer. Là, c'est un point important. Absolument. Sur les 250, l'ARS a classé les symptômes en 3 classes. Donc, la classe liée à l'audition, que j'appelle neurologique, la classe liée au cancer et aux tumeurs, et la classe liée au dérèglement hormonaux, endocriniens. Endocriniens, les dérèglements endocriniens. Malheureusement, la diversité des sous-ensembles endocriniens et tumoraux n'a pas permis à l'ARS de conclure sur un effet. Donc l'ARS n'a conclu sur un effet que pour les parties neurologiques, qui étaient en nombre suffisant. La classe donc, est absente de la lettre que Mme Bernardo a reçue du ministère de la Santé. Enfin, il joue les prolongations. Alors, il joue les prolongations en mettant de côté ce qui dérange le plus, dans le fond, c'est-à-dire les cancers et les symptômes endocriniens. Or, ces symptômes, cancer et symptômes endocriniens, ont beaucoup pour origine les infrasons. Alors, je donne une petite précision sur les infrasons quand même. Et ça sera notre dernier mot. Ça sera le dernier mot. Il faut qu'on rende le studio. On ne va pas faire de technique, mais parce que dans les infrasons, il y a plusieurs ondes. Bon, je dis quand même, il y a les ondes qui vibrent
dans le sens de la direction, comme oui. ça. C'est, quand vous disiez les boum-boum des haut-parleurs, oui, oui. vous voyez, c'est ça. Ça résonne dans vos entrailles. Oui. Et par exemple, ça dérègle la gestation des femelles pour les animaux ou des femmes pour les humains. Oui, oui. On comprend bien que le fœtus qui est dans une caisse de résonance ne va pas s'en sortir très bien, il est agité. Et puis vous avez les ondes qui vibrent perpendiculairement. Voilà. Tout ça, ça donne des maladies différentes, ça a des effets différents. Mais les infrasons, vous avez 30% d'infrasons aériens et 70% d'infrasons telluriques, c'est-à-dire qui se transmettent par la terre. Oui. Et donc dans les maisons, vous avez soit les pièces à l'extérieur qui vibrent avec des vibrations d'origine aérienne, donc il entre en résonance à condition que les dimensions soient convenables, et puis vous avez les vibrations telluriques qui font vibrer les caves et les murs, donc qui sont des vibrations d'une autre nature. Bon, voilà, tout ça est très compliqué. Moi, je voulais juste rajouter aussi, c'est que y a 3 villages cernés d'éoliennes, il y a des centaines d'éoliennes autour, et donc j'ai été dans ces villages faire du porte-à-porte aussi, et je me suis rendu compte que ces 3 villages où je suis allée, mais il y en a certainement d'autres, les gens ont tous des cancers. C'est un nombre incalculable de cancers. Je frappe à toutes les portes, et là, je voudrais que le ministère de la Santé se penche dessus, parce qu'il n'y a personne qui veut répondre à tout ça. On ne veut pas faire d'études, voilà, ça n'existe pas, et voilà. En tout cas, merci pour toutes ces informations, parce que vous nous en vraiment présentez bien l'ampleur de la catastrophe. Je pense qu'avec les installations des compteurs Linky, avec tous les problèmes d'ondes dans les villes, je pense que ce scandale va s'élargir. Et que ça met du temps. Ça met beaucoup de temps. Mais vous savez, la vérité prend l'escalier et le mensonge prend l'ascenseur. Alors, je voudrais préciser que la Fed sur son site internet, offre aux associations plaignantes une boîte à outils. Ah, très bien. Alors, quel site internet on fréquente? On va Alors, ça c'est... je ne sais pas trop, mais si vous... La Fédération de l'environnement durable. Tout simplement. La Fédération. La Fed. Oui, ok. Donc, ils vont taper ça, ils vont tomber sur le... Fédération de l'environnement durable. Très bien. Sur SOS danger éolien. Très bien, mais je vais le mettre. Envoyez-moi le site internet et nous le mettrons dans la présentation de cette émission. Ah, très bien, oui. Qui aura sûrement intéressé autant que moi et surpris. Pourtant, je croyais savoir beaucoup, mais en vous lisant et en vous écoutant, on apprend encore plus d'arcanes de ce petit monde de mafieux, il faut quand même bien le dire. Merci beaucoup à tous les deux. Merci. Et bravo pour ce combat et merci pour ce combat puisque c'est nous qui vous remercions de vous combattez pour nous. Merci à tous les deux. Merci. Chers amis TV Liberté, à très vite.